Bonsoir, monsieur Joachim Murat. Bonsoir, monsieur Abed. Je suis très content de vous recevoir. Je vais vous poser ma Merci. première question, question rituelle. C'est la question de la présentation. Comment vous vous présenteriez? Je suis Murat, j'ai 48 ans maintenant. On perd le fil après un certain nombre d'années. Je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, la petite Elisa et le petit Joachim. Enfin, la petite Elisa, elle a bientôt 21 ans et Joachim, il a 3 semaines et demie. J'habite à Paris, mais j'ai habité beaucoup à l'étranger. J'étais positionné en Inde pendant 7 ans pour une société un grand groupe français de technologie. Et mon background étant, j'ai fait des études de sciences politiques en université, de droit et de sciences politiques en université. J'appartiens à une génération qui a fait son service militaire, donc j'ai fait mon service comme officier appelé, donc j'ai fait le 4e bataillon de Saint-Cyr, l'école officier de réserve de Saint-Cyr, et ensuite j'étais versé dans un régiment de parachutistes, le 14e RPCS, et après j'ai été versé au premier PIMA pour lequel j'ai fait une période au Kosovo dans les années 2000, faire du maintien de la paix sous drapeau OTAN. Et aujourd'hui, alors voilà, mon profil, c'est la vente de solutions technologiques de préférence française au gouvernement étranger. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. 200 ans après la mort de Napoléon Bonaparte, la légende napoléonienne, la légende impériale reste vivace. Comment l'expliquez-vous? Parce que Napoléon, vous savez, alors c'est Barrès qui disait que c'est un professeur d'énergie, mais c'est au-delà du professeur d'énergie. Napoléon, je dirais que c'est le meilleur ostéopathe possible. Parce que Napoléon, c'est celui qui vous apprend à vous tenir debout, à vous tenir droit et à avancer. Napoléon, c'est la colonne vertébrale. Napoléon, c'est celui qui vous permet de considérer que votre vie peut devenir un destin et de faire de ce destin une épopée. Et ça, c'est ce qui a permis Napoléon. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'exemple de Napoléon en tant que personne, Napoléon Bonaparte, c'est qu'il a permis à tous les Français de cette période-là, de cette période très particulière de la Révolution et de l'Empire, qui sont des Français absolus, c'est une génération absolument exceptionnelle. C'est une génération unique au monde qui a changé le monde. C'est la seule fois que, dans l'histoire de l'humanité, qu'un peuple a changé le monde de façon aussi profonde sont les Français sous la Révolution et sous l'Empire. Et c'est Napoléon qui a réussi je dirais, à agréger, à canaliser et à projeter cette incroyable énergie des Français. Quand je dis Français, bien sûr, aujourd'hui, il faut dire les Français et les Françaises, mais c'est le terme générique, donc du peuple français, pour porter dans le monde entier des idéaux, et des réalités qui paraissent très très simples aujourd'hui, qui paraissent tout à fait normales, qui paraissent découler d'un phénomène naturel, et pas du tout, ça découle de Napoléon et des Français de cette époque-là, c'est l'égalité devant la loi. Donc cette égalité devant la loi, c'est ce qui existe dans tous les pays développés aujourd'hui et occidentaux majoritairement, mais pas uniquement. C'est ce qui crée un appétit incroyable pour cette expérience française. Et au-delà de ça, c'est surtout cette époque où je vous dis vraiment, Murat, c'était un fils de la paysannerie du Quercy qui est devenu roi de Naples. Lannes, c'était un fils de la paysannerie également du Sud-Ouest qui est devenu maréchal. Vous prenez n'importe quelle personne qui a vécu sous l'Empire, il a un parcours incroyable. Le deuxième classe qui sert dans les armées de la Révolution et de l'Empire, qui finit au service du Grand Turc. Enfin, c'est complètement démentiel, l'histoire impériale. Donc, c'est cet agrégat, si vous voulez, de cette période totalement incroyable où on pouvait faire vraiment de sa vie quelque chose de flamboyant, quelque chose de formidable, et on servait un projet qui nous réunissait de façon certaine et qui nous dépassait de façon évidente, qui était la grandeur de la France et la grandeur de ce qu'elle pouvait porter à cette époque-là et qu'elle continue à porter, mais avec un peu moins de grandeur. Vous l'avez dit, hein, votre ancêtre, c'est Joachim Murat, Mmh. 1767-1815. Votre papa est le 8e prince Murat. Quel lien, Exactement. quel regard portez-vous sur votre ancêtre? C'est-à-dire que vous êtes Alors moi, fasciné? Oui. j'ai pour Murat une j'ai un rapport à Murat qui est un rapport quasi amoureux. En fait, si vous voulez. C'est un truc, j'ai une affection pour lui, pour lui et son épouse Caroline, évidemment, parce que Murat est un personnage. Alors, vous avez l'empereur.
qui est absolument hors catégorie. Donc lui, c'est complètement délirant. On n'a jamais vu un personnage comme Napoléon avant. On n'est pas prêt d'en revoir un autre. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a rien, absolument rien de comparable à Napoléon. Vous pouvez sortir les Alexandre, les Césars, tout ce que vous voudrez. C'est de la roupie de Sansonnet à côté de Napoléon. Donc Napoléon, c'est tellement hors cadre, c'est tellement hors concours que quand vous comparez à Napoléon, de toute façon, on vous met immédiatement dans l'aile psychiatrique du zoo de Vincennes. Et vous êtes bon pour la camisole de force. Murat, ça fait partie de cette génération incroyable de Français qui ont. C'est l'homme qui a voulu devenir roi et qui l'est devenu. Et qui a été très, très mal traité par l'histoire. Donc, c'est ce qui m'a rendu Murat extraordinairement sympathique. C'est parce que moi, si vous voulez, comme membre de la famille impériale, donc la famille impériale se compose de Napoléon, donc Jean-Christophe Napoléon, qui est le chef, le prince Jean-Christophe Napoléon, qui est le chef de la famille impériale, et du prince Murat, donc mon père. Et comme membre de la famille impériale, on est au contact très, très régulier de toutes les associations historiques. Et très souvent, je sentais, alors c'est jamais en face, évidemment, par correction, mais il y a toujours ce truc Murat le traître. Et je me suis toujours dit, tiens, mais qu'est-ce qui est cette histoire de Murat a trahi Napoléon et tout ça vient en fait du Mémorial de Sainte-Hélène, qui est une œuvre éditoriale de Lascaz, qui n'est pas l'œuvre de Napoléon Bonaparte, mais qui est l'œuvre de Lascaz, qui a permis justement l'incroyable rayonnement de la légende napoléonienne, ce Mémorial de Sainte-Hélène, qui a été publié bien après la mort de Napoléon. C'est 2 ans après la mort de Napoléon qu'il publié le Mémorial. Et dans le Mémorial, pardon, je vais essayer d'être un petit peu plus synthétique, dans le Mémorial, on fait porter à Murat les 2 grandes erreurs de Napoléon, qui sont évidemment d'avoir renversé les Bourbons d'Espagne, ce qui était une très grave erreur, et l'invasion de la Russie, ce qui était aussi une erreur. Et en plus, on lui rajoute le tampon de traître. Donc on fait de Napoléon cette figure messianique avec un traître dans le rôle de Judas Murat, alors que tout le monde a trahi à l'époque, puisque quand l'Empire s'effondre, si vous voulez, c'est un petit peu chacun pour soi et Dieu pour tous, et donc même les frères et sœurs ont trahi, enfin tout le monde a trahi, et c'est Murat qui est projeté comme étant le super traître dans le mémorial, parce que Murat, tout simplement, en 1823, est encore un personnage qui a marqué beaucoup les esprits, qui était un personnage incroyablement flamboyant, incroyablement aimé de la population, et vous savez, c'est Joseph de Maistre, qui est tout de même pas le plus grand admirateur de l'empereur, qui est ce philosophe de la Révolution française, qui disait de Murat qu'il était le plus grand seigneur de l'Europe à l'époque. Donc, donc Murat est très injustement traité dans le mémorial. Et ce qui m'a frappé, c'est que Jean Tullard, le professeur Tullard, a démontré que tout ça est complètement bidon. C'est-à-dire que, évidemment, l'Espagne, c'est complètement faux. C'est absolument pas à cause de Murat si Napoléon décide de renverser les Bourbons d'Espagne. Au contraire, Murat a essayé de faire comprendre à Napoléon que c'était une très grave erreur, puisque les Bourbons représentaient la spiritualité catholique du peuple espagnol, et que destituer les Bourbons, c'était faire créer un soulèvement en Espagne. C'est exactement ce qui s'est passé. Murat avait peut-être éventuellement envisagé, au cas où tu les destitues, bon, pense à moi, mais en revanche, ne les destitue pas. Et ne mets surtout pas quelqu'un, en fait, un Français, tu vas te heurter au principe des nationalités de pleine face. Et d'ailleurs, Tullard a démontré que dans le Mémorial de Sainte-Hélène, on a reproduit, il y a un courrier de l'empereur à Murat qui est reproduit pour accabler Murat, et ce courrier est un faux, grossier. C'est un faux inventé par Lascaz pour faire un coup d'édition. Alors évidemment, la retraite de Russie, c'est impossible de reprocher ça à Murat, lui qui était de tous les combats pour sauver la retraite de Russie. Et enfin, la trahison, qui aujourd'hui, et Tullard et la Fondation Napoléon considèrent que dans le cas d'un personnage comme Murat, il s'agit d'un renversement d'alliance. Donc effectivement, pendant 3 mois, Murat a fini par prendre le parti des Autrichiens parce qu'il en avait assez d'être humilié par l'empereur qui ne comprenait pas que son projet de domination totale de l'Europe ne marchait plus et qu'il fallait assouplir énormément cette tutelle française sur l'Europe, et donc finit par signer un traité d'alliance en janvier 1814 avec les Autrichiens, qu'il va immédiatement renier, puisqu'il va aider Napoléon à débarquer de l'île d'Elbe. Ce sont les travaux de Pierre Brandat de la Fondation Napoléon qui démontrent que Murat et Napoléon entretenaient une correspondance via la sœur de Napoléon, Pauline, qui transmettait les courriers pour préparer le débarquement au Golfe-Juan. Donc Murat était actif dans le débarquement de Napoléon. Et Murat attaque les Autrichiens, ce qu'il n'aurait pas dû faire, effectivement.
si Napoléon avait eu la bonne idée de le prévenir qu'il ne fallait pas attaquer les Autrichiens. Et donc, en attaquant les Autrichiens, Murat perd tout. Donc, c'est le grand perdant de l'épopée impériale, et en postérité et en patrimoine, c'est Murat, puisque le Congrès de Vienne considérait la dynastie Murat pouvait rester sur le trône de Naples. Seuls les Français s'opposaient au maintien les Français et les Anglais étaient les deux seuls à s'opposer au maintien des Murats sur le trône de Naples. Les Russes et les Autrichiens voulaient maintenir les Murats sur le trône de Naples. Donc on aurait pu avoir une monarchie suédoise napoléonide avec les Bernadotte et une monarchie italienne napoléonide avec les Murats. Et donc Murat perd tout, en fait. Donc il y a un côté que je trouve extraordinairement touchant dans le parcours de Murat. D'ailleurs, la biographie de Jean Tullard consacrée à Murat est très très bien. Mais au quotidien, est-ce que c'est facile ou difficile d'être le descendant d'un des plus célèbres maréchaux de l'Empire? Dans votre travail, Ouais, avec vos amis, comment ça se passe? Enfin, Murat a une image très sympathique dans l'ensemble. Donc, Murat, c'est ce cavalier flamboyant, c'est cet incroyable chef de guerre, c'est le plus grand meneur d'hommes de la Grande Armée. Donc non, non, pour le coup, c'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Non, non, vous avez quelques napoléonâtres, je dirais, où ça tient quasiment de l'obsession, qui voit en Murat le traître absolu parce qu'ils n'ont lu que le mémorial, et pour eux le mémorial c'est les évangiles, donc en dehors des évangiles il n'y a pas de salut. Donc là ça c'est plus complexe et c'est plus difficile de discuter avec eux, mais ils sont quand même très très peu nombreux. Les amoureux de l'histoire non, Murat a une très bonne image générale, très bonne image générale dans la population. on va changer d'époque et de registre, mais tout en restant sur les Napoléonides. Je voulais avoir votre avis sur le regard que vous portez, si vous en avez un, sur Napoléon III. Alors moi j'aime beaucoup Napoléon III. Pour moi Napoléon III était probablement un des plus grands souverains de l'histoire de France, que en incluant nos 52 rois. Euh, Parce que Napoléon III, on lui doit énormément. C'est-à-dire que Napoléon III, malheureusement, s'est laissé emporter et par sa femme et par le duc de Gramont, donc Gramont 1e et pas 2e, une famille qui s'appelle Gramont 2e qui n'a rien à voir là-dedans et qu'il ne faut pas accabler. Le duc de Gramont était son ministre de la guerre, je crois, à l'époque. Et donc, l'a emporté dans cette guerre qui nous emmènera à Sedan, alors que Napoléon III n'avait absolument pas envie d'y aller. C'était une grave, très grave erreur. L'armée était absolument pas aussi bien préparée que ce que lui présentait son état-major. Et Napoléon III est tout à fait contre cette guerre qu'il a perdue, et ça a été un désastre. Alors que s'il n'y avait pas eu cet affrontement, on était sur ce qu'on a appelé la période de l'Empire libéral, qui avait été co-dessiné avec Benjamin Constant à ce moment-là. Et c'était cet empire, si vous voulez, il y a eu une phase un peu autoritaire sous Napoléon III, mais finalement assez courte. C'était cet empire qui a amené tous les grands acquis sociaux sur lesquels la France vit aujourd'hui: l'éducation nationale, le droit de grève, le droit de réunion. Tout ça, la sécurité sociale. Tout ça, ce sont des acquis du Second Empire que la République s'est immédiatement accaparée. Donc, elle a remplacé Victor Duruy par Jules Ferry, alors qu'en fait, l'école publique obligatoire et gratuite pour les enfants, c'est pas du tout Jules Ferry, c'est Victor Duruy sous le Second Empire. Elle a fait du Germinal de Zola un espèce de pamphlet anti-napoléonien, alors que pas du tout. Le Germinal de Zola se passe sous la Troisième République. Napoléon III, lui, c'est la révolution industrielle, c'est l'entrée de la France dans la modernité, c'est extraordinaire. Napoléon III, c'est l'indépendance des universités, c'est le commencement de la décentralisation, c'est la vraie modernité, Napoléon III. On a connu un recul avec l'arrivée de la République, il n'y a pas photo. Très bien. Je vous le dis d'autant plus honnêtement qu'en plus Napoléon III n'a pas été très sympathique avec les Murats. Donc là, moi, j'ai une grande admiration pour Napoléon III et je soutiens beaucoup sa mémoire. De toute façon, il faut toujours être objectif en histoire, quels que soient les sentiments que l'on peut porter ou non. Il y a une autre question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, monsieur, c'est la question en fait du bonapartisme. Je vous poserai dans un deuxième temps la question si vous l'êtes. Donc ne répondez pas à cette question tout de suite, s'il vous plaît, mais le bonapartisme, tout comme le royalisme, doivent s'incarner. Or, le bonapartisme politique, comme le royalisme politique, entre parenthèses, même si ce n'est pas le sujet du soir, ne représente plus grand-chose en 2021 sur le plan politique. Donc en fait, aujourd'hui, le bonapartisme n'est-il pas condamné à être une nostalgie, à se bercer dans les bras du romantisme, tant que le chef de la maison impériale n'investira pas le terrain politique ou intellectuel?
Alors, je ne suis pas de votre avis, je ne partage pas du tout votre analyse sur deux points. Euh, le premier point, est-ce que le bonapartisme doit être incarné? Alors, en fait, non. Le bonapartisme n'a pas besoin d'être incarné. Le bonapartisme, vous savez, on sert les principes et pas les princes. Donc vous avez une longue filiation bonapartiste sans qu'il n'y ait jamais plus eu, depuis Napoléon III, un prince Napoléon qui ait pris le pouvoir. Donc vous avez deux options. Vous avez le bonapartisme dynastique, et dans ces cas-là, c'est très simple, c'est Jean-Christophe Napoléon, c'est Son Altesse impériale, le prince Napoléon. Sinon, vous avez le bonapartisme politique, et dans ces cas-là, vous avez des séries d'incarnations du bonapartisme politique qui se sont démultipliées dans l'histoire de France. La dernière, la plus belle, ayant été bien évidemment la plus flamboyante, le général de Gaulle. C'est du bonapartisme pur et dur de Gaulle. Donc le Pierre Rosanvallon, qui est un politologue de gauche, du gaullisme que c'était un bonapartisme modernisé. Quant à savoir s'il n'a pas à se réduire à une petite nostalgie romantique, non, au contraire, je pense qu'il est extraordinairement d'actualité, puisque tout le monde se revendique du gaullisme. Tout le monde se revendique du gaullisme, mais certains se revendiquent même directement du bonapartisme. Éric Zemmour se revendique directement, il se revendique comme étant un bonapartiste catholique, politiquement. Donc, et vous en avez de plus en plus. Dupont-Aignan se revendique de bonapartisme parce que d'un seul coup, ça fait mieux. Les partis de droite commencent à se dire que tout de même, ce serait pas mal d'être un peu plus bonapartiste. Même des partis de gauche, comme Mélenchon est un bonapartiste évident, finalement. Donc, le bonapartisme est au contraire de grande actualité dans sa forme politique. Et vous avez dernièrement, il y a quelques mois, le 4 mai, la refondation du parti bonapartiste historique qui s'appelle l'Appel au Peuple, qui a été refondé, donc qui existe maintenant à nouveau comme parti politique français. Il existe l'Appel au Peuple, et qui était le parti d'origine du bonapartisme, et qui est présidé par David Safor-Cada avec un secrétaire général, Thierry Chauffat, et qui est très implanté dans les régions et les territoires. Donc non, le bonapartisme, à mon avis, en plus, n'est jamais mort en France. Le monarchisme, oui, doit s'incarner, parce que pour le monarchisme, il faut un roi. Le bonapartisme ne signifie pas un empereur. Et ça, c'est absolument pas ça. Le bonapartisme, ça signifie un pouvoir central, autoritaire et fort, c'est-à-dire qui est très solide sur ses bases, qui ne s'en laisse pas compter par des communautarismes délétères et toxiques, qui ne s'appuie que sur une seule et unique légitimité, qui est la souveraineté populaire. Ça a toujours été ça. Il ne faut pas oublier que Napoléon est fait empereur des Français d'une constitution qui reste la République française. La République française ne s'est pas arrêtée sous l'Empire. Ça a toujours été une constitution républicaine. Il est empereur des Français qui prend la tête de la République française. Donc le bonapartisme est une forme de régime strictement républicain. Même, ça peut paraître bizarre avec Napoléon Ier et Napoléon III, mais ils sont empereurs d'une république. Et ça s'est ensuite incarné avec un De Gaulle. Le bonapartisme aujourd'hui est extraordinairement d'actualité, il n'y a pas photo. Alors, on a bien compris avec votre réponse que vous êtes donc bonapartiste, plutôt. Alors, je suis gaulo-bonapartiste. Alors, C'est-à-dire gaulo-bonapartiste. que moi, je suis un bonapartiste politique, c'est-à-dire que je ne suis pas un bonapartiste dynastique. Parce que je pense que tout courant politique qui est dynastique est voué à connaître des longs moments de silence, notamment les monarchistes, parce que quand vous avez un héritier légitime qui n'a pas envie, vous pouvez rien faire. Donc là pour le moment, le prince Jean-Christophe n'a encore exprimé ni rien en pour ou en contre. C'est simplement pas du tout déclaré. Donc on ne sait pas. Et le bonapartisme, si vous voulez, c'est à nouveau quelque chose qui s'appuie sur la souveraineté populaire. Comment fait-il pour se légitimer par ce qu'on appelait le plébiscite à l'époque, ce qu'on appelle un référendum aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on obtient le pouvoir soit par un coup d'État dans le cas de Napoléon Ier, soit par une élection au suffrage universel. C'est le premier président de la République élu au suffrage universel, c'est Napoléon III. Et de toutes les façons, on le relégitime derrière avec un référendum. Donc tout est légitimé par référendum. Donc le bonapartisme, au contraire, c'est ce qui répond à cet appel de plus de démocratie directe aujourd'hui. Vous avez les Gilets jaunes ont clairement appelé à plus de démocratie. Le bonapartisme, c'est ce qui répond le mieux, je pense, à cet appel évident de celui d'un peuple qui ne veut pas mourir.
On en a marre que vous nous imposiez des trucs sans nous. L'Europe telle qu'elle existe, tout le monde est européen, tout le monde est pro-européen, on est forcément pro-européen. Et votre Europe de Maastricht, vous pouvez vous la garder. Donc en 2005, on vous l'a dit, on n'en voulait plus. Donc refaites une autre Europe, reprenez. On vous a élu et on vous paye avec nos impôts pour que vous fassiez du bon boulot. Là, vous avez bâclé le travail, on n'aime pas ce que vous avez fait. Donc vous reprenez le travail et vous refaites une Europe qui fonctionne. Une Europe au service des peuples et des nations. C'est exactement le message de 2005 qui a été, mais bafoué par Nicolas Sarkozy, mais pas uniquement. En Irlande, en Hollande, ils ont fait la même chose. Les Hollandais et les Irlandais ont voté non, non et non. Et résultat, on leur a refait un vote tous les ans jusqu'à ce qu'ils votent oui. Donc, si vous voulez, s'il y a un mépris de l'expression populaire qui est intolérable aujourd'hui. Donc, la grande réponse à plus de démocratie directe, sans tomber dans la référendite aiguë et dans le désordre total, c'est évidemment le bonapartisme. C'est intéressant ce que vous dites. Alors, pour préparer cet entretien, nous avons une petite discussion en privé la semaine dernière, non enregistrée. Absolument. Je l'avais lu sur Internet et donc vous avez confirmé ce que j'avais lu, c'est-à-dire que vous revendiquiez d'un bonapartisme non dynastique, d'un bonapartisme politique républicain. Alors, je ne vous cache pas que ça m'avait étonné. Et d'une manière générale, le fait qu'il y ait des bonapartistes républicains, ça m'étonne grandement. En fait, la question que je vous pose, c'est vous ne trouvez pas que c'est quand même incohérent aux yeux de l'histoire, même en ce qui concerne l'action politique et même en termes de respect dû aux deux principales figures de ce courant que sont Napoléon Ier et Napoléon III, de se réclamer de la République et de la démocratie. Alors, vous avez raison de dire que le Senatus consulte dit bien le gouvernement de la République est confié à un empereur, mais dans les faits, les deux ont mis en place une monarchie. Les deux ont mis en place une monarchie héréditaire, une noblesse héréditaire, dont vous-même vous êtes issu. Napoléon s'est même fait couronner par le pape. Et puis surtout pour le premier, un peu moins pour le second, enfin pour Napoléon III, au quotidien, même s'il y a eu 3 ou 4 référendums entre 1800 et 1815, on ne peut vraiment pas, me semble-t-il, d'un point de vue historique, considérer Napoléon comme un grand démocrate ou un grand républicain. Donc ma question, vous l'avez comprise, c'est n'est-ce pas paradoxal de se revendiquer républicain quand les deux principales figures lorsqu'elles ont régné, ont mis en place une monarchie héréditaire avec tout le décorum, que ce soit sur le fond et sur la forme, qui se rapproche plus de la monarchie que de la République, ou même de la démocratie. Oui, c'est parce que vous associez, évidemment, c'est assez logique, le côté dynastique à un phénomène anti-républicain et antidémocratique. Mais ce qui est vrai, le côté dynastique, par définition, est anti-républicain et antidémocratique. La grande différence, c'est qu'à nouveau, Napoléon Ier, le gouvernement de la République est confié à un empereur, et on a fait une dynastie qui n'a pas eu de postérité derrière. Donc il y a eu Napoléon III, qui lui est le premier président de la République française élu au suffrage universel. Effectivement, il cherche à faire une dynastie, et malheureusement, son fils meurt. Donc vous avez, en fait, avec le bonapartisme, c'est parfaitement idéal, parce que vous avez c'est toutes options. Vous voyez, si vous voulez une version dynastique, c'est possible. Si vous voulez une version républicaine, c'est possible aussi. Donc, moi, je trouve ça parfaitement idéal. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est tellement irréaliste de vouloir un bonapartisme dynastique que je vais pas aller allumer des éoliennes partout. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux quelque chose de concret et de réaliste. Si on est réaliste, c'est l'option du bonapartisme républicain qui est la carte à jouer, pas le bonapartisme dynastique. En revanche, par le bonapartisme républicain et par le vote, vous pouvez amener un prince Napoléon à la tête de l'État. Et dans ces cas-là, peut-être que dans une tradition familiale, il pourrait faire un référendum pour établir un empire, mais ce sera par la voie démocratique qui sera amené au pouvoir. Donc non, au contraire, je pense que c'est au contraire largement rendre hommage à l'héritage des deux empereurs, puisqu'il y a la voie du coup d'État est ouverte, mais est ouverte aussi en République, puisque je vous rappelle qu'elle s'est mise en place par une révolution qui a quand même tué ses rois, et la totalité de ces aristocrates, enfin, grosse partie de ces, enfin 3%, je crois, d'aristocrates, mais quand même beaucoup d'aristocrates. Donc de toute façon, la violence était à l'origine de tous les régimes.
Donc, il y a eu un coup d'État qui n'a d'ailleurs pas du tout été violent, hein. Le coup d'État du 18 Brumaire n'a fait ni mort ni blessé. C'est un coup d'État qui est devenu militaire, qui ne devait pas être militaire, qui était inspiré par les BCS au départ, simplement parce que Bonaparte, à ce moment-là, a complètement raté son entrée au Conseil des 500 et que Murat, justement, a fait évacuer tout ça par les armes. C'est ça qui en a fait un coup d'État dit militaire, mais il n'y a pas eu ni mort ni blessé. Et le lendemain, tout était validé par plébiscite, par le tribunat, à l'époque, c'était le tribunat avant que le Sénat soit mis en place. Et ensuite, c'était revalidé par le Sénat. Et donc, tout ça a été validé de façon complètement institutionnelle. Donc, non, au contraire, je trouve que on est en plein dans la logique bonapartiste. Ce qui fait qu'on ne s'interdit pas la possibilité d'avoir un Bonaparte à la tête de l'État. En revanche, on préfère se garder la possibilité d'avoir un nouveau De Gaulle. Parce qu'avant qu'on ait un Napoléon Ier, il va falloir attendre un peu, parce que on en fait des De Gaulle, on en fait un par siècle, des Napoléon Ier, on en fait un tous les millénaires. Donc, on va attendre. Donc là, j'ai pas envie d'attendre 1000 ans avant de régler la situation en France. On se rappelle de la phrase de Joachim Murat, si elle est historique ou pas, mais quand il dit foutez-moi tous ces gens foutres dehors. Foutez-moi tout ce monde là dehors. Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là dehors. Exactement. Pour en revenir, vous me pardonnerez cette nouvelle analogie entre le bonapartisme et le royalisme, parce que ce sont des thèmes qui m'intéressent, mais j'ai l'impression que les deux courants souffrent à peu près du même problème, c'est-à-dire que l'avantage de l'institution, de la doctrine, tombe à néant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avantage de la royauté, c'est que le dauphin est élevé par son père qui est roi. Or, aujourd'hui, quelle que soit la famille qu'on soutient, Bourbon, Orléans ou autre, cet avantage de la succession, le premier roi ne l'aura pas, et pour cause, parce qu'il n'héritera pas de son père d'une royauté en place. Mais dans le bonapartisme, je trouve qu'il y a un défaut qui est un peu pareil, qui est similaire. C'est que vous avez parlé tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense là, sur le plan historique, il n'y a pas de débat à avoir, c'est que cette génération de 1785-90, enfin tous ceux qui vont Ah oui, c'est incroyable. voilà, qui vont occuper les premières places de l'épopée, c'est quelque chose mais dans tous les domaines, hein, aussi bien dans le domaine littéraire que dans Bien la sûr, peinture, bien sûr. architecturale. Scientifique. Oui, oui, bien sûr, bien évidemment, mais Complètement. vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les principaux acteurs de l'épopée napoléonienne, hormis des cas comme Napoléon encore, Napoléon c'est de la petite noblesse qui est complètement sans dessous, c'est que les 80, enfin je ne vais pas faire je vais pas dire un chiffre, mais la grande majorité des acteurs de l'épopée sont quand même des gens du peuple, alors qu'aujourd'hui, les tenants du bonapartisme, dans, les, dans, dans le monde qui compte, on va dire, ne sont pas anti-système. C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre, pour être clair dans ma question, c'est que les premiers qui vont participer à l'épopée, ils vont être fondamentalement contre la royauté et pour l'émergence de la République. Or, aujourd'hui, les napoléonides, au sens strict du terme ou au sens un peu plus élargi, sont tous plus ou moins liés au système. Et vous ne trouvez pas que c'est une faiblesse? C'est-à-dire que quand on Alors, décroche, ça, il va falloir que vous me définissiez qui vous appelez les napoléonides au par sens plus exemple, élargi, parce que je ne suis pas sûr que vous connaissiez forcément bien disons, la sociologie, admettons le terme sociologie, des bonapartistes aujourd'hui, hein. Donc, qu'est-ce que vous entendez par quand là? on prend par exemple, les principales figures, à commencer par la première, Jean-Christophe Bonaparte, pardon. Ah oui, pardon. Non, mais parce que vous êtes toujours dans un parallèle dynastique. Alors, dans le cas du bonapartisme, une fois de plus, ça ne marchera pas parce que le bonapartisme existe sans les Bonapartes, vous comprenez, et sans les Murat, et sans les Cambronne, et sans tous ces trucs-là, hein, c'est pas le bonapartisme existe en lui-même, le bonapartisme tout seul. Donc le bonapartisme, c'est quelque chose c'est une énergie et c'est un courant politique qui n'a pas besoin d'être incarné. Il faut une figure pour incarner la prise du pouvoir bonapartiste à ce moment-là, c'est-à-dire par l'élection autrement, mais ça n'a absolument pas besoin d'être un Bonaparte. Là où les monarchistes sont coincés, c'est que d'abord, il faut que vous mettiez d'accord sur c'est lequel, c'est Bourbon, c'est le comte de Paris, ça pose un souci. Et de toutes les façons, si déjà, vous avez deux choix, ça en fait un de trop. Et de toutes les façons, sur les deux, voilà, vous êtes coincé par une prise de pouvoir qui doit impérativement être incarnée par quelqu'un qui est légitime dans la dynastie. Dans le cas du bonapartisme, c'est absolument pas exigé, ça. Enfin, il n'y a absolument pas ce besoin-là. Si vous voulez un bonapartisme dynastique, oui, dans ces cas-là, c'est Jean-Christophe Napoléon. Mais si vous voulez simplement mettre foutez-moi tout ce monde là dehors et faire un grand coup de balai pour nettoyer la France,
n'avez absolument pas besoin d'attendre Jean-Christophe Napoléon, ou qui que ce soit, ou Joachim Murat, ou Jean Lannes, donc, vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez y aller tout seul comme un grand, en défendant une vision bonapartiste de la France, c'est-à-dire un sentiment de grandeur, un sentiment de restauration de la puissance, un sentiment de restauration de l'autorité, et avec une touche très claire de démocratie directe. Et c'est tout simplement ça, le bonapartisme. Donc, tous les gaullistes sont bonapartistes. Aujourd'hui, la France est peuplée de bonapartistes. La quasi-totalité des Français sont gaullistes. C'est du bonapartisme. De Gaulle, c'est du bonapartisme. La Ve République, c'est une monarchie républicaine, ce qui est exactement le bonapartisme. Vous voyez. Donc, ce sont des septennats. Alors, ils ont réduit ça au quinquennat parce qu'un des plus grands ennemis de la République, c'était évidemment Jacques Chirac, qui aura vraiment foutu le pays très largement par terre. Enfin, disons qu'il a fini le travail initié par Mitterrand, mais qui avait déjà bien été lancé aussi par M. Giscard. Mais enfin, Giscard, on peut quand même pas tout lui reprocher non plus. Mais disons que Mitterrand et Chirac et leur suite ont réussi vraiment à abîmer ce qui est de façon indiscutable la plus belle réalisation de l'esprit humain, c'est-à-dire la France. C'est indiscutable. La France est ce pays au destin complètement unique et à la personnalité complètement unique. La nation française est absolument unique. Et c'est effectivement, de façon claire, la plus belle nation. Et comme Obama a dit des États-Unis que c'était la seule nation utile, la seule nation utile au monde, ça a été la France. Donc, voilà, effectivement, depuis 40 ans, on a des élites non bonapartistes, là pour le coup, que j'aurais tendance à qualifier peut-être d'un petit peu plus, et ne me prenez pas mal parce que j'ai beaucoup d'amitié pour les Orléans, mais un peu plus orléanistes d'un point de vue politique. C'est des élites qui ont mis la bourgeoisie au pouvoir. L'orléanisme ça appuie son socle de commandement sur la bourgeoisie. Le bonapartisme, c'est vraiment sur le peuple. C'est la grande différence entre les deux. La légitimité bonapartiste vient de la population, du peuple, par le plébiscite et le référendum. La légitimité orléaniste vient plus, effectivement, des classes possédantes, de la bourgeoisie, de la finance, etc., etc. Donc, Macron, on est en plein orléanisme. De Gaulle, on est en plein bonapartisme. Là, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une volonté de dégagisme de 30 ans d'une forme d'oligarchie et culturelle et finalement, oligarchie, c'est un terme qu'il faut manipuler avec beaucoup de précautions parce qu'il ne faut pas entrer dans le fait de faire monter la soi-disant France périphérique contre les soi-disant élites. Il ne s'agit pas de se tirer dessus. Il s'agit ça ne sert à rien. La France a besoin d'élites, on a besoin d'élites. Simplement, il y a une grosse partie de ces élites qu'il va falloir dégager pour conserver celles qui restent et remplacer celles qui restent qui font très très bien leur boulot remettre des décideurs et des élites qui soient au service de l'intérêt général et pas à leurs petits intérêts particuliers dont l'objectif est de faire 3 mandats et ensuite de finir embauché comme lobbyiste pour Microsoft ou de faire haut fonctionnaire pendant 10 ans dans tel poste et finir embauché par une boîte de défense ou de faire président de la République et de finir vice-président de Goldman Sachs. Et donc, il nous faut des élites qui ne soient qu'au service de l'intérêt général et du peuple, c'est-à-dire exactement l'image de Napoléon Ier, de Napoléon III, de Gaulle. Ce qui veut dire que vous ne dégagez pas la finance, vous ne dégagez pas les entrepreneurs, etc., vous travaillez avec, mais vous les encadrer pour que ce soit dans un sens d'intérêt général. C'est exactement l'héritage de l'Empire et du gaullisme, exactement. Et c'est à mon avis ça l'appétit qui est français. Il ne s'agit pas de flinguer les élites et de se battre contre les élites. On ne va pas monter une partie des Français contre. C'est débile. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est faire quelques exemples, mettre dégager ce qui est actuellement, non pas des élites, mais des élus, qui sont au service d'un espèce de bloubi-boulga maastrichtien qui nous amène dans un espèce de mur qu'on appelle aujourd'hui progressiste. C'est dommage d'avoir aussi détourné ce terme de progressisme. Mais voilà, donc en gros, vous avez une oligarchie financiaro-culturalo-politico-intellectuelle qui a réussi à faire son nid dans la France de la fin de Giscard, de Mitterrand, de Chirac, évidemment de François Hollande, bien sûr de Sarkozy et ô combien de Macron. Donc elle a fait son nid, elle est contente, elle est ravie. Maintenant, il faut taper dans le nid, c'est tout. Il faut continuer à bosser ensemble, mais il faut que le nid soit moins confortable. L'intérêt général, c'est tout ce qui doit primer.
C'est intéressant ce que vous dites dans le fait de sortir de la crise par le haut, au lieu que tout le monde, je prends votre geste, se flingue. Mais Non, 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 faut pas. Ça marchera pas pour des tas de bonnes raisons, si vous voulez. C'est que je veux dire, des signaux d'alarme comme les gilets jaunes sont extrêmement importants et c'est très sain. Le traitement des gilets jaunes fait par M. Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, en revanche, est très inquiétant. Parce que quand vous êtes président des Français, de tous les Français, que vous avez manifestement une revendication populaire qui n'est pas une revendication salaud de riche, c'est pas du tout ça. Une revendication populaire qui dit nous, ce qu'on veut, c'est continuer à vivre dignement. Vous augmentez de 80 centimes le litre d'essence, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous faites. Donc vous êtes vraiment complètement décalés, les gars. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que vous vous rappeliez qu'on existe et qu'il va falloir recommencer à penser que nous respecter, c'est peut-être pas bête. C'est tout. C'était ça la demande des Gilets jaunes initialement. Donc c'est une réaction politique et humaine ultra saine. La réponse de Macron, ça a été de les pourchasser, de les humilier, de les insulter et de les blesser, de les foutre en tôle. Bon, ça, moi, c'est une réponse qui ne me convient pas. C'est du très bon maintien de l'ordre. Hein. Il n'y a pas photo, c'est du très bon maintien de l'ordre. Sauf que ce que ça a fabriqué, si vous voulez, c'est un abcès puisque tout le monde s'est senti blessé. Moi, je me suis senti, j'étais pas dans la rue avec les gilets jaunes, mais en tant que Français, j'ai vu le traitement qui a été fait des gilets jaunes. En tant que citoyen français, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait à mes compatriotes? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On les traite d'homophobes, on les traite d'antisémites, on leur crève les yeux, on leur arrache les mains, on les fout en comparution directe, on les envoie en tôle immédiatement. Petit parallèle démagogique de ma part. Pendant ce temps-là, un type qui avait brûlé une cathédrale était gentiment en train de couler des jours heureux dans une communauté catholique qui l'accueille avec plaisir. Donc alors que le gilet jaune lui est foutu en tôle tout de suite. Donc c'est absolument ahurissant, c'est absolument inacceptable. Bon, mais en termes de maintien de l'ordre, c'est remarquable, c'est qu'il a vraiment complètement décrédibilisé le mouvement. Et maintenant, quand vous dites que vous soutenez les gilets jaunes, vous passez pour un hurluberlu. C'est le vieux système trotskiste de décrédibiliser et de désamorcer son adversaire en le psychiatrisant, en faisant penser que c'est un cas pathologique, un complotiste. c'est intéressant ce que vous dites, mais ça ne sera pas le sujet du soir, mais sur le deux poids, deux mesures concernant la capacité de riposte de l'État envers les opposants, puis envers d'autres personnes. Et alors, Si vous le voulez bien, j'en prie. on va changer de sujet. Il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit tout à l'heure. J'aimerais qu'on revienne dessus quelques instants. Vous avez dit j'ai noté la phrase, hein, vous avez dit le bonapartisme est d'une très grande actualité politique. Vous avez insisté sur cette notion de démocratie directe, c'est-à-dire qu'on fasse appel au peuple dans les grandes décisions. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas ça paradoxal, d'un côté, de dire que le bonapartisme répond à cette volonté de démocratie directe, quand on voit que depuis de nombreuses années, les Français, justement, ne participent pas aux élections, et on voit, par exemple... Vous avez raison. Vous avez raison, mais Alors, je vais juste finir ma question. pardon. Non, je vous en prie, c'est vous l'invité. On le voit par exemple au régional ou au départemental, l'abstention atteint des records. Donc j'ai l'impression que chez toutes les personnes qui parlent de démocratie directe, il y a une espèce de dichotomie entre la réalité et leur souhait. C'est-à-dire que leur volonté, c'est de dire on va mettre plus de démocratie directe, on va solliciter les gens constamment, mais dans les faits, quand on le sollicite, les gens ne répondent pas. Donc est-ce que les Français sont si attachés que ça à la démocratie et au fait de donner son avis sur tout et sur rien? Alors, petit 1, je pense que les Français sont très, très attachés à la démocratie, pour la bonne et simple raison que c'est eux qui en ont fait le modèle mondial. Rappelez-vous, révolution, empire, diffusion du code civil et des idées démocratiques, c'est le cadeau de la France au reste de l'humanité. On attend encore les remerciements. Et donc oui, je suis certain qu'ils sont très attachés au modèle démocratique. Le modèle démocratique ne signifie pas un laisser-aller, un laisser-faire et une démagogie généralisée. Le modèle démocratique, ça ne signifie pas le flower power de mai 68. Le modèle démocratique, ça peut tout à fait être dans une société de bon sens, de sens commun, avec un État dont on respecte l'autorité, avec des services publics qui fonctionnent, avec des gens qui respectent le pays dans lequel ils travaillent, qui respectent le pays dans lequel ils vivent. Et je suis, de ce point de vue-là, de l'avis de Zemmour, je pense que l'intégration, c'est un leurre. Il faut de l'assimilation. Je pense que l'intégration, c'est une blague gauchiste. En fait.
Si vous voulez que ça fonctionne, il faut de l'assimilation. Qu'est-ce que c'est que l'assimilation? C'est s'accaparer les grands auteurs français, s'accaparer l'histoire de France et la faire sienne. C'est ça l'assimilation. C'est pas juste respecter la loi dans le pays où vous travaillez. Donc, parce que vous pouvez respecter la loi dans le pays où vous travaillez, pas du tout vous assimiler. Moi, j'ai été expatrié en Inde. J'ai évidemment parfaitement respecté la loi en Inde. Je me sens pas assimilé à la nation indienne. En revanche, j'étais tout à fait intégré dans le pays indien. Donc, tout ça pour en revenir, pardon, à la démocratie directe, au bonapartisme et au référendum. Donc oui, les Français sont très attachés à la démocratie, ça j'en suis certain. En revanche, la référendite aiguë où on questionne tout le monde sur tout le temps, non, ça c'est pas le bon choix parce que il va y avoir un phénomène de lassitude et finalement ça peut pas fonctionner. Sur les grands sujets de société, bien sûr, immigration, justice, éducation, vie de famille, etc. C'est grand sujet. Un sujet de société aussi important que le mariage pour tous n'ait pas été porté par un référendum, je ne me l'explique pas. Qu'un sujet de société aussi important que la peine de mort, l'abolition de la peine de mort n'ait pas été porté par un référendum, je ne me l'explique pas. Des sujets aussi importants que l'immigration n'ait pas été porté par un référendum, je ne me l'explique pas. Alors que l'explication, elle est très simple. C'est que les élites nous prennent pour des abrutis, des Dupont-Lajoie crétins en train de finir des canettes de Cronenbourg entre deux chasses à la galinette cendrée, et donc ils vont voter comme la caricature de Français des films de gauche à l'époque, qui caricaturaient les Français qui n'existent pas. Donc ces caricatures de Dupont-Lajoie qui vont ratonner des Français d'origine maghrébine dans les RER, dans les films qu'on voyait des années 80 à l'époque où on poussait SOS Racisme, ça n'existe pas, il n'y en avait pas. Donc simplement, ça a été fabriqué dans ça. Bon, bref, il y a cette espèce de peur du populo, soyons clairs, qui est exactement l'inverse du bonapartisme, puisque le bonapartisme, lui, au contraire, est très orwellien dans ce sens où il fait confiance au sens commun ou à la common decency de George Orwell, donc le bon sens populaire. Donc il y a cette espèce de peur de la part de notre République depuis une quarantaine d'années là-dessus, ce qui fait que même quand elle fait un référendum, et c'est très rare, puisqu'il y a eu un référendum, De Gaulle a fait un référendum sur lequel il a mis ses légitimités sur la table, il l'a perdu, il est parti, c'est le dernier grand homme que la France ait connu. On fait un référendum pour la Constitution européenne, on dit non, on nous l'impose. Donc bon, on ne peut pas dire qu'on nage dans un rêve démocratique. En revanche, si vous voulez, il y a une telle décorrélation entre l'intérêt des élites et les besoins du peuple qu'on ne va plus voter. Je me dis, ça sert à quoi? Je vais voter pour qui? Pour un gars qui, de toutes les façons, n'appliquera pas son programme. Regardez Sarkozy. Il a été élu sur une dynamique complètement délirante de gens qui étaient là, oui, ça y est, reprenaient les choses en main. Le Karcher, travailler plus pour gagner plus, tout ça, ça avait parlé aux Français qui s'étaient dit, on va y aller, on va le faire, on va y aller. Il a tout trahi. Il n'a rien fait, rien du tout. Donc bon, voilà. Même Macron a été élu sur une forme d'élan de dégagisme, de trucs. On voit bien le résultat du dégagisme. Donc non, sur le côté élection, si vous voulez, il y a une fatigue, il y a une lassitude des élections, ce qui fait que les gens n'y croient plus. Donc moi, je rêve d'un candidat qui dise, OK, c'est très bien, vous m'élisez, mon programme est très simple. 3 semaines après, je fais un référendum sur ce sujet-là. 3 semaines après, je fais un référendum sur ce sujet-là. Je fais un référendum sur ce sujet-là. Et ma politique générale, c'est ça, machin, etc. Le gars est élu, il fait ses référendums, le peuple s'exprime sur migration, sécurité, dégraissage du mammouth public qui est un désastre. Vous savez, moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, parce qu'au début, honnêtement, je n'y croyais pas, j'ai vérifié, c'est vrai, la France est le pays qui crée le plus d'entreprises par an au monde. Ce n'est pas les États-Unis. Le pays qui, proportionnellement, crée le plus grand nombre d'entreprises au monde, c'est la France. Donc, un vrai pays d'entrepreneurs, la France. En revanche, le pays qui en détruit le plus, c'est également la France. Parce que vous avez un mammouth réglementaire qui fait que c'est impossible quand vous avez ouvert une boîte, et ensuite, vous avez une fiscalité qui est confiscatoire et pour les personnes privées et surtout pour les entreprises, notamment les petites entreprises, qui fait que ce peuple français qui a une capacité d'innovation, de création, d'entreprise, qui est complètement déant, est fracassé par en fait, cette France qui est un pays communiste qui a réussi, si vous voulez, soyons clairs. Je crois qu'on est à plus de 60% du PIB, enfin plus de 60% de la richesse qui est dépensée pour l'appareil d'État. C'est le niveau de la Russie soviétique au moment de la chute du mur de Berlin, quand même, 60% du. Donc ça, il faut le changer complètement. Donc ça, voilà. Donc bon, il y a tout un tas de réformes sur
majeur à faire, et la mère de toutes les réformes, c'est toujours ce qu'on raconte, c'est évidemment l'éducation, sauf que l'éducation, c'est très sympathique comme mère de toutes les réformes, mais on verra les résultats dans une génération. On n'a pas le temps. Donc, l'éducation, c'est évident qu'il faut réformer complètement l'éducation telle qu'elle existe aujourd'hui. Il faut foutre à la poubelle tout ce 40 ans d'héritage de pédagogisme, comme dit très justement Barbare Lefebvre, c'est-à-dire d'avoir cassé l'apprentissage du français, de l'histoire, des mathématiques, de tout ça, en mettant l'élève au centre. Hein. L'élève n'est pas là pour apprendre, il est là pour apprendre au maître. Il faut que le maître apprenne de l'élève des choses. Le collège unique, sublime invention de Jospin, le bac à 80-90%. Enfin, tout ça a foutu en l'air le modèle éducatif français qui était remarquable, qui était probablement le meilleur au monde. D'ailleurs, dont se sont inspirés les Japonais. Les Japonais, les Singapouriens se sont inspirés du modèle français, mais du modèle français pré-François Mitterrand. Vous voyez, donc, non, la gauche, la gauche mitterrandienne, pas là, je ne veux pas sabrer la totalité de la gauche, mais ce socialisme de la coupe de champagne et du vernissage et des vacances Gauche sur les caviar, livres. vous parlez. Ce socialisme-là, oui, cette gauche caviar-là, celui-là, a coûté à la France beaucoup plus que simplement 40 ans. Ça a foutu par terre une ou deux générations, voire même trois. Ça, c'est un désastre. Donc ça, évidemment, ça peut se reprendre en main, c'est faisable. Évidemment, il y a plein de chantiers de réforme. Et tout ça, je crois vraiment, ces réformes n'auront lieu que si elles sont validées par des référendums. Aujourd'hui, tout homme politique qui vous dit « moi, je vais faire ça, 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 ça et ça », merci mon garçon, tout le monde te croit, c'est super, demain on rase gratis, c'est que du bonheur. Bon, on s'est fait avoir 25 fois. Vous savez, c'est la blague de la cité de la peur. On peut mentir 1000 fois à une personne. On peut mentir à 1000 personnes 1000 fois. C'est exactement un homme politique français. Et c'est vraiment le personnage de la cité de la peur là, qui a été fait par les nuls. Ça me fait penser à ça à chaque fois. Il y a tellement plus de crédibilité que maintenant, il faut quelqu'un qui s'engage sur la référendum, qui dit non, non seulement je vous dis que je vais le faire, mais en plus, je vais faire 1, 2, 3, 4 référendums majeurs qui sont des changements de société. Sur les deux premiers, c'est les changements de société, donc je ne mets pas ma légitimité en cause. Sur le troisième, je mets non seulement la question que je pose, mais ma personne en cause. Donc, sur la première année, on fait 1 ou 2 référendums, parce qu'un référendum, vous ne le lancez pas comme ça. Il faut qu'il y ait un débat, il faut quand même que ça discute. Il faut un minimum de pédagogie. Donc, vous lancez évidemment ce dont tout le monde parle aujourd'hui, ce qui sera certainement proposé aujourd'hui par tous les politiques. Même des politiques de gauche commencent à se dire que s'ils ne le proposent pas, ils seront même pas capables de gratter 1 ou 2 sièges de sénateurs ou de députés, parce que de toute façon, le pouvoir, ils ne l'obtiendront jamais. Donc, ils sont là à essayer de choper quelques postes de députés, etc., etc. C'est pathétique. Sont en train de proposer de faire un référendum sur l'immigration de gauche. C'est quand même absolument génial. Eux qui nous l'ont enfoncé jusqu'à la glotte et au fond de l'estomac pendant 40 ans sans nous poser la question. Donc, de toute façon, il y aura un référendum sur l'immigration. Je pense que ça aura lieu, mais ça ne suffira pas. Il ne faut pas que ça. Il faut des référendums sur certaines reprises en main de certains levées de souveraineté. Donc, la grande question de l'Europe va devoir se poser. Il va falloir la poser, la question de l'Europe. Il faut peut-être attendre un petit peu, parce que pour retomber dans un vrai pédagogisme européen avec une vraie discussion sur les risques de sortir de l'euro, parce que sortir de l'Europe de Maastricht, c'est tout bénef. Le seul problème, c'est l'euro. Si vous sortez de l'euro, vous allez multiplier par 2 la dette des personnes privées et par 3 la dette des entreprises. C'est évidemment grossier ce que je vous dis, mais en gros, vous augmentez de 30% la dette des entreprises et des personnes privées. Donc ça, c'est pas possible. Et en plus, vous vous retrouvez probablement avec un boycott généralisé de toutes les entreprises mondiales progressistes qui vont dire vous êtes des fascistes, vous êtes sortis de l'Europe, vous savez ce qui est arrivé en Angleterre, vous avez beaucoup de... donc c'est le piège de l'euro qu'il faut éviter. Et ça, faire un référendum pour dire stop ou encore sur l'Europe de Maastricht, c'est complètement démagogue. Il faut d'abord avoir trouvé la solution par rapport à l'euro. On a une dette en euros qui est telle, les personnes privées et l'État aujourd'hui, qu'on est dans un piège, dans une trappe qui est le trappe de l'euro pour pas pouvoir. Moi, je suis tout à fait contre l'Europe de Maastricht, je vous le dis tout de suite. Je suis absolument européen, je n'aime pas du tout l'Europe de Maastricht. Cette Europe, vous savez, de la pénombre des commissions où les technocrates décident à notre place de ce qui devrait être le bien pour nous. C'est gentil les gars, je ne vous ai pas élu, on ne se connaît pas, je vais décider moi, c'est mieux. Et donc j'ai aucune sympathie pour l'Europe de Maastricht. Je suis évidemment pro-européen, mais pour une Europe des nations à la De Gaulle, une Europe par sectocentrique, une Europe à la Murat. Murat voulait une Europe des nations. C'était sa grande opposition avec Napoléon. Mais on a le piège de l'euro. Donc on ne peut pas rentrer dans un référendum sur l'Europe
de façon complètement démagogue parce que c'est criminel de faire ça. Vous allez foutre la France par terre et les Français à la rue si vous faites ça. Donc ça, c'est dans 2 ans, machin, etc. Bon, bref, vous faites 1, 2, 3, 4 référendums et il y en a un sur lequel vous engagez votre propre légitimité. D'accord. Alors, Vraiment. on a bien compris que pour vous, malgré les les derniers résultats très en faveur de l'abstention, vous pensez quand même que le peuple est attaché à la démocratie, au vote. Et dans votre réponse, vous avez cité un auteur que j'aime bien, c'est George Orwell. Alors, George Orwell, dans ses écrits politiques sur le socialisme, les intellectuels et la démocratie, dit une phrase, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que qui dit vote du peuple et démocratie directe ou vote tout court dans le cadre de la Ve République, c'est aussi une question de responsabilité politique. Donc, George Orwell a dit ceci: un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas une victime, il est complice. Donc, en fait, vous avez raison de pointer du doigt les élites ou les fausses élites françaises. Vous avez également raison, de mon point de vue, mais c'est pas moi l'invité, c'est vous, de pointer du doigt ces commissaires européens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas élus, qui décident de comment nos agriculteurs et nos fromagers doivent tâter leur camembert, le nombre de mètres cubes pour les sardines et tout. Enfin, c'est complètement délirant. Mais le peuple français a quand même une part de responsabilité assez importante parce que depuis à minima 40 ans, il a quand même voté pour Giscard d'Estaing, pour Mitterrand, pour Chirac, pour Sarkozy, pour Hollande, pour Macron. Et puis aujourd'hui, il a quand même une capacité, le peuple français malheureusement, à se laisser endormir, voire même à devenir esclave. Donc, est-ce que ce peuple qui a été complice pendant des années de ces corrupteurs, de ces imposteurs, de ces voleurs, sera-t-il capable de reprendre son destin en main? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la définition de George Orwell en disant que le peuple est complice. En fait, je pense que George Orwell, là-dessus, s'inspire du discours sur la servitude volontaire de la Boétie, qui dit arrêtez de consentir et bientôt vous serez libre. Sauf que c'est très sympathique, arrêtez de consentir et bientôt vous serez libre. Sauf que quand vous êtes celui sur lequel le pouvoir s'exerce, que vous avez je sais pas, un loyer à payer, un travail à garder, une famille, des enfants ou pas d'enfants, mais truc, vous n'allez pas faire la révolution. C'est pas immédiat. Vous faites la révolution quand vous êtes poussé à bout. Et ça, c'est une analyse qu'on pourra faire sur la monarchie. La monarchie a réussi à pousser à bout le peuple de France, qui aurait pu faire la révolution bien avant. Mais la monarchie a tellement abusé que finalement, la France, le peuple de France a fait la révolution. Donc là, pour le coup, je pense que au contraire, ceux qui sont complices de la révolution, c'est la monarchie elle-même, et les aristocrates et le roi se sont tirés des balles dans le pied. Il y avait moyen de calmer le peuple. Donc, dire que le peuple est complice de la situation, oui, vous avez raison, dans le sens où effectivement, mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous ne faites pas la révolution? Les gilets jaunes. Il y a eu les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a fait? On les a énucléés, on leur a coupé les mains, on les a foutus en prison. Donc, il y a un moment où, si vous voulez, l'abstention devient une arme efficace. Parce que l'abstention devient une arme efficace dans la mesure où les vieux apparatchiks, et les vieux apparatchiks, je mets Macron dans les vieux apparatchiks, pour moi c'est un vieil apparatchik aussi, de ce système, disons, néolibéralo-maastrichtien, donc, c'est-à-dire évidemment la totalité de la Mitterrandie, la totalité de la gauche de Mélenchon à Génération.E.S.Z, je sais pas quoi, et socialiste, la quasi-totalité de la droite et maintenant jusqu'au Rassemblement national ont un agenda politique qui est maastrichtien. Donc, qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui? C'est l'abstention. Parce que dans votre offre politique, qui vous allez élire, et c'est pas moi qui le découvre, Michel Onfray l'a dénoncé en premier, Onfray a très bien dit, moi je ne vais plus voter parce que je vais vous dire qui va gagner. Ce sera un Maastrichtien. Donc vous pouvez voter qui vous voulez, ce sera un Maastrichtien. Donc le Maastrichtien ne veut pas dire qu'il faut sortir de l'Europe, c'est pas n'importe comment. Si on sort de l'Europe n'importe comment, à nouveau, j'insiste, attention, piège de l'euro. Ça, c'est un coup à ruiner la France. Donc il faut le faire par étapes, intelligemment. Enfin, c'est la politique de la chaise vide, etc., etc. Enfin, tout ça se fait de façon intelligente et concertée, pas sur un coup de sang. Pour la sortie de l'Europe, pour le reste, ça peut être un coup de sang, hein. Aucun problème. Allez, on s'est suffisamment assez foutu de nous quand même. Donc là, vous avez tout de même, à plusieurs reprises, vous avez eu des montées de sang, justement. Sarkozy. L'élection de Sarkozy, ça a été sur un coup de sang. Il y a eu un appétit de changement. Et voilà, maintenant, on reprend les choses en main, on veut de l'ordre de l'autorité et on veut pouvoir bosser et gagner notre argent et plus être matraqué par les impôts.
on vote Sarkozy. La Blum, le traumatisme, il s'est foutu de nous, en fait. Il n'a rien fait. Au contraire, il a aggravé la situation. Donc derrière, on déteste tellement Sarkozy, parce que Sarkozy a été tellement détesté que on va voter Hollande, parce que si Strauss-Kahn ne s'était pas pris les pieds dans le tapis, on aurait voté Strauss-Kahn, mais je veux dire, le bilan de Sarkozy, c'est très simple, c'est François Hollande, le bilan de Sarkozy, point. Donc là, François Hollande, sans commentaire, je pense que c'est vraiment lui, pour le coup, le président complètement par hasard. Le gars a un karma absolument incroyable, quand même, parce que François Hollande président, jamais personne l'aurait prévu, ça a été un coup de chance formidable pour lui. Un, la détestation liée à Sarkozy. Deux, le comportement de Strauss-Kahn, qui fait que Hollande était... Bon, ben là, Hollande, 5 ans de trucs. Et face à Hollande, à nouveau, un nouvel élan. On dit, tiens, Macron, du dégagisme. Et à nouveau, on se fait avoir. Donc, il y a quand même des petits élans qui sont là. Donc là, bon, on est complètement vacciné sur le fait que, de toutes les façons, ils seront maastrichtiens. Et donc là, on attend une, une candidature, peut-être, ou tout simplement un parti qui se réforme, qui se regarde dans l'intérieur et qui se dit, là, les gars, on est mort. Là, les Républicains ont du mal à faire ça. Les Républicains n'y arrivent pas. Les socialistes sont incapables de faire ça. La France Insoumise est incapable de faire ça. Le Rassemblement national est incapable de faire ça. Il n'y a pas de parti aujourd'hui qui est capable de faire son autocritique. Donc, vous aviez des figures chez les Républicains comme Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau, qui étaient des figures qui, eux, ont le courage politique, s'ils étaient portés au pouvoir, feraient les réformes, mais ne se présentent pas. Oui. Donc, c'est parfaitement. Alors maintenant, il y a la candidature Zemmour, qui est pas encore déclarée, d'accord, qui n'est pas encore déclarée aujourd'hui. Il pourrait tout à fait s'agréger, si vous voulez, ce besoin de changement radical. La radicalité n'étant ni la tyrannie ni l'antidémocratie. Hein. La radicalité, c'est quand vous êtes dans une situation qui est radicalement problématique, il faut une réaction radicale. Et Zemmour pourrait effectivement incarner ce besoin de changement radical. Mais, Mais en fait, pardon de vous couper, mais il y a quelque chose, il y a un point qui me dérange dans votre propos, c'est que depuis 20 ou 30 ans ou 40 ans, comme vous l'avez dit ce soir et même un peu lors de notre échange en privé, sans rien dévoiler de ce qu'on s'est dit, parce que ça restera entre nous cet échange, mais on voit bien que le peuple français a quand même été travaillé par les médias dans une certaine oui, orientation bien sûr. politique. Donc en fait, la question Oui. qu'on peut se poser, c'est que ce peuple qui a été martelé de messages idéologiques contre l'intérêt français, contre nos ancêtres, je ne vous en ai pas parlé, mais parce que l'entretien a duré 3 heures, mais quand on voit le mouvement, je ne vais pas le dire le nom, mais bon bref, comment on dit, oui, je vais le dire en français, de la culture de l'effacement qui jette de la Oui, oui, oui. ou qui déblonne nos statuts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut quand même se poser la question, qu'on soit démocrate ou pas, c'est ce peuple qui a été travaillé, qui a été vraiment, comme vous le dites si bien tout à l'heure, hein, ce peuple qui est écrasé fiscalement, qui est écrasé politiquement, qui est méprisé par ses élites, qui n'a plus le temps de penser, où les médias lui donnent constamment de la MERDE à manger ou à boire. Est-ce qu'il va être capable, ce peuple, à un moment donné, de sortir la tête de là pour se dire, bon, à un moment donné, Alors, on arrête les bêtises et il faut un changement complet à 360 alors, degrés. je vais vous répondre très simplement. J'en suis intimement persuadé, tout simplement. Pourquoi? Parce que les Gilets jaunes. Donc, on n'est pas la seule population dans cette situation, hein, à se faire enfumer depuis 40 ans en fait, une forme d'élite qui a décidé de jouer sa carte personnelle. C'est-à-dire, c'est plus simple d'être élu en se disant qu'on finira un cadre chez Microsoft ou lobbyiste chez Goldman Sachs. C'est pas mal. Donc là, aux mains des lobbies et aux mains d'une forme de mondialisation complètement dérégulée, et donc pousser cette dérégulation au maximum. Donc cette élite-là, c'est effectivement décroché, ça de fait. Partout, partout, partout. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu les Gilets jaunes. Il n'y a qu'en France. Donc de toutes les façons, la France, oui, ça va, il y aura une éruption. S'il n'y a pas moi, je suis intimement persuadé qu'il y aura une éruption en France. Je ne sais pas sous quelle forme, est-ce que ce sera une révolution, ce sera plusieurs petites révoltes, tout ça, mais il y aura certainement quelque chose, parce que c'est des Français dont on parle, et les Français sont uniques. Donc, c'est les seuls au monde. Donc, et on l'a déjà prouvé plusieurs fois. Donc, la classe politique française, si vous voulez, joue un tout petit peu ça. La classe politique est une forme d'élite, d'élite intellectuelle, financière, capitalistique aujourd'hui, joue un tout petit. Joue un peu ça. Enfin, il faut quand même
qui laisse faire ce changement. Sinon, il va y avoir. Je pense que la France est capable de sortir les torches et les fourches. Donc, ça a été la fameuse grande peur des Américains, vous savez, en 2008, avec le mouvement Occupy Wall Street. Vous aviez tous les Américains blancs qui sont venus manifester pendant la crise financière en disant vous êtes les 1%, on est les 99%, on va vous sortir de vos bureaux, vous allez nous rembourser, vous allez dégager. Là, les grands capitalistes de Wall Street se sont dit oh là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont réveillés, c'est nouveau ça. Non, mais mange du rêve américain. Pourquoi tu ne manges pas du rêve américain? Allez, faites-leur des séries télé, faites-leur endormez-les. Et donc, ça a marché grâce au truc antiterroriste. On nous a foutu des forces spéciales partout à la télé. Le nouveau héros, c'est celui qui va tuer le méchant musulman, machin. Et donc, ça a détourné l'attention. Puis ensuite, on nous a sorti là. À chaque fois, il y a besoin d'un exercice de détournement et de diversion de la part d'une classe d'accapareurs, si vous voulez. Ça paraît très marxiste-léniniste ce que je suis en train de vous dire. Enfin, c'est quand même relativement évident. De la part d'une classe d'accapareurs qui est très contente dans la situation dans laquelle elle vit. D'ailleurs, vous n'avez qu'à lire Jérôme Fourquet, Christophe Guilluy, les études de tous les sociologues les plus sérieux en France. Mais ce n'est pas très compliqué. Vous avez 1% de types qui détiennent la quasi-totalité de la... Oui, vous avez 20% de la population qui dépendent de ces 1% et qui donc soutiennent ces 1%. Donc vous avez 80% de la population qui est directement victime de tout ça et qui, un jour ou l'autre, en France en tous les cas, risque d'exploser. En France, certainement, je pense. Donc, vous avez des mouvements de mise d'huile dans les rouages pour que ça se calme un peu. C'est news. D'un seul coup, le tout progressiste, le tout Canal+, l'humour Canal, les trucs Canal, tout ça à la poubelle, marche plus, ça intéresse plus personne. Donc, vous irez finir vos rails de coke en privé, on s'en fout, on peut voir ça à la télé. Et donc, on va mettre des polémistes qui parlent des vrais problèmes. Et d'un seul coup, bam, énorme succès. Donc CNews a été une grosse soupape d'évacuation. Voilà, donc je pense qu'il y a Sud Radio, l'explosion sur YouTube, mais là c'est évidemment pas du tout orchestré pour le coup. Mais Sud Radio est un très bon symptôme, CNews est un très bon symptôme. La reprise d'Europe 1 par Bolloré qui met comme un petit peu plus de bon sens que le catéchisme socialiste qu'on nous sert depuis 50 ans. Donc, c'est pas mal. Il faut que le catéchisme socialiste puisse s'exprimer aussi. Je ne suis pas contre. Je veux simplement pas qu'il ait le monopole. Donc, ce qu'il a depuis 50 ans. Donc maintenant, alors ça, c'est bien. Les médias commencent à se. On revient à une diversité dans les médias. Ça se passe 100% gauche caviar ou néo-stalinien. Il faut que cette diversité arrive très rapidement dans l'éducation, la magistrature et la haute fonction publique. Et ça ira mieux. Donc, je pense que les graissages sont en train les rouages sont en train de se graisser petit à petit. Je ne sais pas du tout si c'est un phénomène de réaction, de survie de la part de ces fameux 1% pour être dans la caricature, ou si c'est très simplement un phénomène naturel. Je ne sais pas. On verra bien. Des candidatures type Zemmour, à mon avis, vont commencer à faire vraiment florès. Et si c'est Macron qui est réélu, de toutes les façons, il n'appliquera pas du tout la même politique. Si c'est Macron qui est réélu, vous avez vu que Macron, maintenant, il est devenu quasiment anti-maastrichtien quand on écoute. Macron, il veut racheter Alstom qu'il a vendu aux Américains. C'est marrant. Le mec, il vend ça il y a 5 ans, ce qui est un acte de haute trahison caractérisé. Il vend l'indépendance nucléaire française aux Américains. Et maintenant, il se rend compte que, c'est pas une bonne idée, on va le racheter. Alors, comme dit justement, j'écoutais, je crois que c'est Zemmour qui a dit ça, qui a l'impression que Macron fait son stage de l'ENA à l'Élysée et qu'il apprend. Bon, effectivement, c'est un peu l'impression que ça donne. Mais le président Macron fait son stage de l'ENA à l'Élysée. Bon, mais bon, quoi qu'il en soit, s'il est réélu, je pense qu'il n'appliquera plus du tout la même politique. Alors, bon, il gardera la politique maastrichtienne, néolibérale, de cassage des services publics, ça oui, la mise en pièce des services publics telle que commandée par Maastricht et la totalité des lobbies internationaux qui veulent détruire les services publics pour ouvrir ça à la compétition, à la concurrence et au domaine privé, bien sûr. Ça, il continuera à le faire. Mais en revanche, sur tout ce qui est immigration, sécurité, éducation, on verra un grand changement, à mon avis, dans la politique de Macron s'il est réélu. Parce que sinon, ce ne sera pas les gilets jaunes. Ce sera bien pire. Et il est bien placé pour le savoir. S'il se présente, parce que ce n'est pas dit que Macron se représente. Il se présentera, j'imagine pas du tout qu'il se présente pas. Non. Oui, je sais qu'il y a des théories comme quoi il donnerait le bâton soit à Xavier Bertrand, soit Édouard Philippe. Oui. Non, j'imagine pas une seconde que Macron se représente pas. Non, c'est mon analyse personnelle, je suis pas du tout l'analyse politique. Peut-être qu'on en parlera dans quelques mois. J'ai une dernière question, Joachim Murat, à vous poser. On va un peu revenir à l'histoire, si vous le permettez, ou plus exactement au futur de l'histoire. Selon vous, en 2121, pour le 300e anniversaire de la mort de Napoléon,
est-ce que le souvenir de l'épopée sera toujours aussi vivace pour les Ah Français? oui, 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 certainement. Non, non, j'en suis sûr et certain. Je veux dire, pour deux choses. C'est que d'abord, c'est dans l'ADN des Français, et j'espère que d'ici un siècle, il restera encore un peu de traces d'ADN de France quelque part sur cette planète. Et autre chose, c'est parce que vous ne pouvez pas faire plus grand spectacle que l'épopée impériale. Donc, vous aurez forcément des films et des séries de télé sur l'épopée impériale. Donc, quoi qu'il en soit, vous aurez la machine, la machine capitalistique entretiendra la mémoire de l'épopée impériale, parce qu'ils nous vendent du Marvel, du truc, du machin, c'est très bien, mais franchement, Napoléon, ça marche mieux quand même. Non, 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 oui, oui, non, non, je suis intimement, blague à part, je suis intimement persuadé qu'on continuera à parler de Napoléon dans 1000 ans. Oui, jusqu'à ce qu'on ait le nouveau. Donc dans 800 ans, puisque c'est tous les 1000 ans à Bonaparte. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ça sera le mot de la fin. J'ai beaucoup aimé votre hymne à l'amour pour la France et les Français et votre certitude que notre peuple va se réveiller en espérant Ah que ça oui, je suis soit aussi. certain. Alors, ça va peut-être être un petit peu dans la violence, ça c'est possible, les Français ont l'habitude, hein. Ce qui est pas à souhaiter, bien sûr, mais c'est faisable. Vous savez, il y a un gars qui s'appelle Andrew White, qui est un sociologue de Stanford, qui a fait un bouquin qui s'appelle Atrocitologie, où il a fait une étude de tous les peuples pour savoir quels étaient les peuples les plus violents au monde. Alors de très très loin en tête, les Français. Et c'est sur la base du nombre de guerres civiles, du nombre de révolutions, du nombre de conflits, du nombre de morts, du nombre de trucs. La France est de très loin le peuple le plus violent au monde, vis-à-vis d'elle-même, puisque c'est surtout vis-à-vis d'elle-même, hein. C'est évidemment pas le petit million de morts des épopées napoléoniennes qui pèsent dans la balance, c'est la Révolution française, c'est la Saint-Barthélemy, c'est les révolutions de 1830 et de 1848. Enfin, c'est tous ces moments-là qui font de la France un pays ultra violent. C'est-à-dire sa capacité, si vous voulez, à crever l'abcès et surtout les Français sont les oncologues les plus efficaces au monde. Quand ils voient une tumeur, ils la coupent. Donc, il ne faut pas que le réflexe oncologique des Français se réveille. Bon. Parce que la tumeur est visible, on l'a tous vu, hein, la tumeur. Mais Donc, il faut écoutez, qu'elle se résorbe, sinon les Français vont la couper. écoutez, ça sera le mot de la fin en espérant que notre pays sorte de la crise par le haut. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci, monsieur Abed. À bientôt.